Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du réseau RedCap, réseau d'expérimentation et de développement en élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ici, des conseillers, des animateurs et des éleveurs, au masculin et au féminin, partagent leurs solutions, leurs expériences et leurs idées pour adapter leur système fourrager au changement climatique. L'élevage de chèvres est au cœur de ces podcasts qui aborderont la culture des prairies, sa consommation par la chèvre et son intégration dans une rotation. En résumé, de la polyculture élevage dans un contexte de changement climatique. Aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir autour de la question comment avoir de l'herbe en période estivale, première partie. Alors Jérémy, tu es animateur du réseau RedCap, peux-tu nous dire comment va évoluer le climat en été et quelles seront les conséquences pour les prairies ? Avec le changement climatique, la France se réchauffera d'ici la fin du siècle de 4 degrés environ. L'augmentation des températures sera plus marquée en été. Ainsi, en août, les températures maximales moyennes seront supérieures aux températures connues actuellement de 5 à 7 degrés. En été, les journées caniculaires augmenteront fortement avec des étés en 2050 en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire qui ressembleront à celles des années 2000 dans la zone d'Agen ou Montauban, puis aux horizons 2100 à celles que l'on connaît à Marseille. Dans les années 2000, il y avait 2 à 3 jours caniculaires en été, c'est-à-dire des journées à plus de 35 degrés et où les nuits ne se rafraîchissaient pas en dessous de 20 degrés. On en comptera 5 à 6 en moyenne en 2050 et entre 13 et 14 en 2100. Tout cela entraînera des conséquences à la fois sur les humains, les chèvres et les cultures. L'arrêt de la croissance de la prairie pourrait être ainsi avancé de 10 à 30 jours selon les années et ne reprendre que l'année suivante puisque 7 à 9 débuts d'automne sur 10 seront secs. As-tu des solutions pour avoir de l'herbe en début d'été et prolonger au maximum le pâturage ou l'affouragement en verre en période estivale ? La luzerne est l'espèce fourragère la mieux adaptée au changement climatique. Elle arrête sa croissance à 40 degrés. Elle peut également être associée à d'autres espèces fourragères telles que la fétuque élevée ou le dactyle. Un épisode complet des podcasts du réseau RedCap vous apportera plus d'informations sur cette fourragère d'intérêt. De plus en plus d'éleveurs et d'éleveuses associent la luzerne à du sorgho fourragé multicoupe pour poursuivre le pâturage ou l'affouragement vert en été. Ce fourrage, le sorgho, est en effet à la fois appétant et riche en énergie. Il est donc bien complémentaire à la luzerne. Une fois la levée réussie, le sorgho est valorisable jusqu'aux premières gelées. Le sorgho semble être effectivement une ressource intéressante. Des éleveurs et éleveuses de chèvres de Dordogne le cultivent depuis plusieurs années et la station expérimentale du Pradel en Ardèche a fait des essais récemment. Allons les questionner sur leurs travaux, d'autant que notre climat sera de plus en plus méditerranéen. Donc, bonjour, je suis Philippe Thoré, je travaille à l'Institut de l'élevage, je suis basé à la ferme expérimentale caprine du Pradel dans le sud Ardèche et donc j'anime le réseau Capradel, donc tout le réseau technique, professionnel, scientifique autour de la ferme expérimentale. Alors Philippe, pour commencer, peux-tu nous dire, le Pradel en été, c'est comment ? Donc effectivement, le Pradel est dans une zone méditerranéenne. Globalement, la pousse de l'herbe s'arrête vers mi-juin et reprend, suivant les épisodes sévenols, suivant les épisodes méditerranéens, vers fin août, début septembre. Tout d'abord, vous avez mis en place une plateforme de culture fourragère estivale pour trouver des solutions pour continuer le pâturage en été. Est-ce que tu peux nous présenter cette plateforme ? Donc on a mis en place cette plateforme dans 2 années contrastées, donc 2021 qui était plutôt fraîche et humide, et 2022 qui était très chaude et sèche. Donc dans les 2 cas, on a mis en place différents types de sorgho. On a aussi mis du millet, du moa, du teff grasse. Et en fait, sur cette plateforme, on croisait également avec des légumineuses. On a mis de la vesse, 3 types de trèfle, et puis le copi, le lablab. Donc toutes ces parcelles-là, ces micro-parcelles étaient cultivées à la fois en pur et à la fois en croisement binaire, en association binaire, graminées, légumineuses. Et quelles sont les principales observations ? Au final, les légumineuses ont été globalement décevantes. Elles ont peu levé ou ont vite disparu, à part le copi et le lablab qui sont un peu restés.
qui ont même pu repousser après une coupe, mais avec des rendements très faibles, de l'ordre d'une tonne à 2 tonnes de matière sèche, donc c'était très faible. Et au niveau des graminées, quelles que soient les conditions, les sorgho s'en sont très bien sortis, avec des rendements en moyenne de 4-5 tonnes en 2022, où ça a été très très aride, à une quinzaine de tonnes euh, lors de 2001. Tu veux dire 2021? Voilà. Donc, à côté des rendements, effectivement, on a pu étudier la valeur alimentaire. Donc, on a eu des valeurs MAT en 2021 assez faibles, hein, de l'ordre de 10% d'MAT, donc c'est quand même très faible. Par contre, en 2022, où là, on a des rendements faibles, on a eu des valeurs MAT assez surprenantes, où on pouvait monter à 17-18% de MAT sur du sorgho. Sachant que dans notre cas, le sorgho n'a jamais été irrigué et n'a pas été fertilisé en 2022. Les autres paraissaient moins d'intérêt. Soit elles ne repoussent pas comme le moa, soit elles produisent beaucoup moins comme le millet. Et l'association avec les légumineuses nous paraissait compliquée. Et la conclusion de cette plateforme sur les fourragères estivales? On a vu un vrai intérêt pour le sorgho, euh, alors qu'on avait des préjugés assez négatifs sur la valeur alimentaire. Et en fait, comme toute graminée, la valeur alimentaire diminue avec le développement de la plante. Donc, on a vite vu l'intérêt de travailler sur l'optimisation de son pâturage et implanter différents types de sorgho qui ont des développements différents, des précocités différentes et des hauteurs de non-toxicité différentes. Après avoir fait effectivement ces essais en micro-parcelles, l'idée c'était de faire des essais en plein champ et en conditions réelles et en faisant pâturer les chèvres. Donc on a eu 2 types d'essais. Un essai, c'était sur l'optimisation du pâturage. Donc ça, c'est l'essai aura protéine. Et l'autre essai, c'est ce qu'on appelle du fourrage au fromage. C'était pour voir les conséquences de l'ingestion du sorgho sur la production laitière, la qualité, quantité du lait, sur la qualité des fromages. Commençons par l'essai d'optimisation du pâturage, si tu veux bien. Donc là, on a fait pendant 2 années l'implantation de 3 bandes. Donc en gros, on divisait une parcelle en 3. On implantait 3 types de sorgho. Donc un type plus type Soudan, non hybride, plutôt précoce. On implantait une deuxième bande avec un hybride, donc croisé grain ou bicolore, hein. Donc là, cet hybride qui pouvait être BMR ou pas, donc nous, on avait du BMR, c'est-à-dire donc un sorgho qui a une meilleure valeur alimentaire, normalement une meilleure digestibilité. Et donc ces sorghos sont plus tardifs, se développent plus lentement d'une part, et d'autre part, ils doivent se faire pâturer plus haut. Et donc la troisième bande, on a mis donc du PPS. Donc, ce sont des sorgho qui donc montent pas en graines sous nos latitudes. Et donc, ça nous permettait, cette troisième bande, d'avoir une certaine souplesse par rapport aux autres. C'est-à-dire une plante qui reste feuillue et qui monte pas en épi et perd sa valeur. Quand on parle de sorgho, on pense à sa toxicité. Tu peux nous en dire plus? Le meilleur stade, c'est au-dessus du seuil de non-toxicité. C'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine hauteur, alors suivant les types, ça va être entre 50 ou 70-80 cm, les sorgho présentent une toxicité à la durine. Cette molécule est un précurseur du cyanure qui entraîne un arrêt respiratoire. Donc effectivement, il faut s'assurer qu'on n'est pas dans ce seuil de toxicité. Donc le sorgho se pilote avec un mètre. Et l'enjeu aussi, au-delà de ne pas intoxiquer les animaux, c'est de leur donner la meilleure valeur alimentaire. Pour ça, il faut le pâturer pas trop haut, donc juste au-dessus du seuil de non-toxicité. Donc c'est pour ça que si on a une parcelle qu'avec un type, en fait, très vite, on va se faire dépasser. Et donc cette multiplication des bandes euh, avec des précocités différentes, ça permet d'être toujours au bon moment. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu tester. Donc, on l'a testé sur 2 années plutôt favorables, 2023 et 2024. On avait quand même de l'humidité à des bonnes conditions.
Donc voilà, des résultats plutôt bons, avec du pâturage performant, avec des taux de refus pas énormes. Il n'y a pas tant de gaspillage, il y a toujours des épis, enfin des tiges qui sont plaquées sur le sol, mais globalement, elles le consomment bien. Il repousse bien s'il pleut. Donc, nous, suivant les cas, on pouvait être amené à le broyer. Alors, il faut le broyer assez haut, au moins 10 cm, voire 15. Donc, bien entendu, s'il y a une capacité d'irrigation, c'est un plus. C'est une graminée. Donc, si vous êtes en conventionnel, apporter un apport en minéral, ça va très bien répondre. C'est une certitude, quoi. Et vous savez comment les éleveurs de chèvres d'Auvergne-Rhône-Alpes utilisent le sorgho? On a fait des enquêtes aussi sur justement l'implantation de ces nouvelles fourragères au niveau de la région. Et en fait, il y a deux types de stratégies que, qu'utilisent les éleveurs. Soit vraiment une stratégie de culture presque principale, c'est-à-dire que le sorgho, il y a un investissement au niveau de l'implantation de la part des producteurs. Ils vont la planter assez tôt, c'est-à-dire pas après le 15 mai, pour être sûr d'avoir de l'humidité pour qu'il lève et qu'il se développe. Ils peuvent mettre de la fertilisation, ils peuvent mettre de l'irrigation, ils peuvent mettre aussi des semences un peu plus chères pour avoir des plantes qui ont des meilleures valeurs alimentaires, des meilleurs rendements. Et là, donc, ils vont l'optimiser pour effectivement pouvoir faire 2 à 3 tours voire plus, hein, mais au moins 2 à 3 tours de pâturage durant l'été. Voilà, donc ça, on met le paquet, on l'implante après soit une prairie dégradée, soit après un métail pâturé. Après, l'autre possibilité, c'est en dérobé, où là, c'est opportuniste. C'est-à-dire qu'on va l'implanter soit après une prairie qui s'est dégradée, après une céréale récoltée, ça peut être après un enrubanage, un ensilage, enfin voilà, ça dépend un peu des systèmes. Et là, bah, il faut effectivement le faire que si on est sûr d'avoir une précipitation derrière pour permettre la levée. Et suivant les terres, suivant les contextes, il faut 20 à 40 mm pour s'assurer d'une levée et d'un enracinement suffisant pour que le sorgho puisse supporter une sécheresse éventuelle. Et donc là, effectivement, dans ce mode dérobé, bah, il ne faut pas investir trop cher dans des graines, il ne faut pas réfléchir sur la fertilisation. En gros, on récolte ce qui pousse et c'est opportuniste. Et le sorgho est pâturé seul ou il faut ajouter un autre fourrage, pâturé ou en foin? Au moins, au niveau production laitière, vu qu'on est quand même dans une période où de toute façon, il n'y a rien d'autre à pâturer, on est quand même content de pâturer ces plantes-là. Ça représente jamais 100% la ration, euh, pour une raison simple, c'est que nous, bah, soit on fait pâturer en plein été et on ne fait pas pâturer l'après-midi. De toute façon, il y a une complémentation de fourrage. Donc ça peut être de la luzerne en foin. Et puis après, si on le fait pâturer à l'automne, sur la fin d'été-automne, bah là, les durées de jour ne sont pas suffisantes pour avoir les 10 heures de pâturage. Donc pareil, de toute façon, il faudra compléter en bâtiment. Et quelle surface faut-il implanter selon toi? Enfin, moi, j'évalue à peu près comme base pour démarrer dans le sorgho, euh, partir sur à peu près 1 hectare de sorgho pour 100 chèvres. Est-ce que le sorgho dans la stratégie de gestion globale du parasitisme est intéressant? Le sorgho, où de toute façon, il y a une implantation à un moment donné sur une terre qui va être nettoyée, qui va permettre déjà un certain assainissement, vu qu'il n'y a plus de couverts végétaux, ça va permettre déjà de bien les dégrader. En plus, vu qu'on fait un pâturage plutôt en hauteur, avec des plantes qui montent quand même pas mal, on pense que c'est quand même plutôt favorable à la gestion du parasitisme. Et pour finir, Philippe, peux-tu nous dire 2 mots sur les essais du fourrage au fromage? Donc voilà, l'objectif c'était bien de voir l'influence du sorgho au niveau production de lait, qualité des fromages et goût du fromage. Au final, on n'a pas vu de différence à la fin sur le fromage et rien sur le goût, pas de différence sur le goût. Eh bien, merci Philippe pour cet échange. Nous avons vu avec Jérémy et Philippe 2 solutions pour avoir de l'herbe en été, la luzerne et le sorgho. Dans un second épisode, nous aborderons d'autres solutions disponibles. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, des références techniques sont disponibles sur le site internet du réseau RedCap.
Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Info Éco Cap 3, coordonné par le réseau RedCap, l'ANICAP Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Réalisation Jérémy Jost et Servane Leclerc, montage Philippe Berthet, propos recueillis en 2024 et 2025.